Bonsoir. Ce soir, Zone Interdite revient sur deux affaires criminelles qui ont frappé l'opinion publique ces dernières années. L'affaire des disparus d'Auxerre, toute récente, et celle du tueur de l'Est parisien il y a déjà quelques années. Deux enquêtes criminelles dont la justice ne sort pas grandie. Il y a eu des lenteurs, des ratés, des incapacités à entendre la douleur des familles des victimes. Zone Interdite a suivi pendant plusieurs mois le travail des enquêteurs dans ces deux affaires. Guy Georges d'abord, le tueur présumé de l'Est parisien. Il comparaîtra début mars devant les assises de Paris. Récemment, il a fait une tentative d'évasion de la prison de la Santé. Quant à Émile Louis, ce vieux monsieur aux cheveux blancs qui a longtemps trompé son monde, il est mis en examen 20 ans après la disparition de 7 jeunes filles handicapées dans la région d'Auxerre. Arrêté le 12 décembre dernier, il a avoué, puis il s'est rétracté il y a encore une semaine. Suspect numéro 1, Émile Louis a longtemps bravé la justice et les familles des victimes. Voici d'ailleurs ce qu'il nous disait il y a encore quelques semaines, juste avant son interpellation. Je vous le dis franchement, si je me retenais pas, je prendrais mon fusil, je vous en foutrais un coup. Vous voyez, j'ai pas peur de le dire. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Alors qu'on fout la paix quand même, qu'on me laisse en paix au moins. Pourtant, sa fille fait un témoignage accablant. Moi, je l'ai vu tuer quelqu'un à l'âge de 10 ans. Il raconte que des mensonges qu'elle invente. Un détective privé fait la contre-enquête de cette incroyable affaire. 7 jeunes femmes disparues il y a 20 ans. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ce détective à la recherche de nouveaux indices et de témoignages. Qu'est-ce qu'il vous disait sur les femmes, en fait? Faire mal à la personne. Comme je vous dis, admettons, s'il voulait la fouetter, il la fouette, il la prenait de force, et puis après, il pouvait la laisser crever, il n'avait rien à foutre. Émile Louis, suspect numéro 1, est arrêté, il passe aux aveux, puis se rétracte. Les faits sont-ils prescrits? Y avait-il tout un réseau? Les enquêteurs se posent aujourd'hui la question. Il a fait une tentative d'évasion il y a quelques jours. Arrêté il y a 3 ans, Guy Georges pourrait être le prototype du tueur en série. Il est accusé de viol et du meurtre de plusieurs jeunes filles dans l'Est parisien. C'est même, on donnait la vie à une fille qui était une fille formidable, qui avait beaucoup à faire dans la société. Et cet homme, avec ses mains, il a pris cette vie. Son procès a lieu le 19 mars, au cœur des débats, les tests ADN. Premier document donc de cette soirée en direct, l'affaire des disparus d'Auxerre. Aux côtés d'un ancien gendarme devenu détective, nous allons pénétrer dans les coulisses d'une enquête qui aura duré plus de 20 ans. Depuis plusieurs mois, Jean-François Abgral rencontre les familles des victimes, recueille des indices, des preuves matérielles négligées jusque-là par la justice. Le document que vous allez voir est un thriller. C'est une pièce à un dossier judiciaire qui est loin d'être refermé. Émile Louis reste à ce jour présumé innocent. Il présente d'ailleurs lui-même plusieurs fois sa défense dans ce document de Samuel Luret, monté par Nathalie Kawan pour l'agence Sunset et Zone Interdite. 12 décembre dernier, il est tout juste 18h30 lorsque les gendarmes investissent la petite cité HLM de Billette à Draguignan. Pas moins d'une vingtaine d'hommes pour venir interpeller Émile Louis, un témoin capital au centre de tous les soupçons d'une affaire vieille de 23 ans, les disparus de Lyon. Pour les enquêteurs de la section de recherche de Paris, c'est l'aboutissement de 3 années de travail, des centaines de témoins entendus, 1300 procès-verbaux dressés et aujourd'hui de multiples questions à poser au suspect numéro 1. Quelques mois plus tôt, nous étions venus voir Émile Louis. On vient vous voir, je suis journaliste. Oui. Et j'aimerais discuter avec vous si c'est possible. Non, écoutez, si. Encore cette affaire-là, alors foutez-moi la paix avec ça. Parce que moi, je commence à en avoir marre. Ça fait plus de 20 ans. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire chier encore, là? Mais justement, c'est un peu pour ça qu'on vient. Ouais. Non, c'est pour raconter encore de vos mensonges, j'avoue. Puis surtout avec ça, avec ça. Moi, je vous le dis franchement, si je me retenais pas, je prendrais mon fusil, je vous en foutrais un coup. Vous voyez, j'ai pas peur de le dire. Oh bah écoutez, moi vous n'avez pas de raison de m'en foutre un coup. D'abord, je vous ai pas agressé, j'ai rien dit du tout. Hein. Pour l'instant, on vous demande simplement gentiment. Est-ce que vous voulez avec ça? Il n'y a rien sur le dossier, il n'y a absolument rien, c'est tout ce que je peux vous dire. Mon avocat, j'ai un avocat qui s'est proposé gratuitement. Hein. Et au moment voulu, ben, il n'y a rien au dossier. Est-ce qu'il y a des preuves contre moi? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas un enquêteur de la gendarmerie. Hein. Ben alors, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Alors qu'on fout la paix quand même, qu'on me laisse en paix au moins. Je l'ai déjà dit, bon, parce que... Qu'est-ce que vous avez dit? Que c'était mafioso, c'est tout, c'était un coup monté contre moi. Mais il y avait autre chose dessous, là-dessous. Hein? C'est-à-dire? Oui, ben, ils n'ont qu'à chercher, hein. C'est pas 23 ans après,
Si l'enquête avait été bien faite tout de suite, peut-être qu'ils auraient trouvé quelque chose. Peut-être. Un homme pourtant avait trouvé quelque chose, le gendarme Jambert, en charge de l'enquête à l'époque. Le seul homme à avoir soupçonné Émile Louis d'être impliqué dans la disparition des 7 pupilles de la DAS. En juillet 81, la découverte à Rouvray du corps de Sylviane Lesage, une autre jeune fille de l'assistance publique, renforce ses soupçons. Elle est retrouvée assassinée, nue, pieds et poings liés, dans cette cabane. Émile Louis connaissait bien la victime et ce cabanon à bestiaux lui servait de débarras. Il est alors entendu le 28 décembre 81. Il nie en bloc le meurtre, mais au cours de l'audition, il craque et avoue des attouchements sexuels sur les enfants confiés à sa concubine. J'étais victime de crises qui m'empêchaient de me contrôler. Je n'étais plus dans mon état normal. Je ne peux pas dire ce qui se passait. J'étais dans un état second. J'avais des suées, j'étais comprimé partout. Je ne faisais que des attouchements, c'est tout. Mais je ne peux pas dire si mon état dans ces moments-là a pu me conduire à faire des choses dont je ne me souvienne pas. Les aveux de l'époque sont extrêmement révélateurs aujourd'hui. On ne retiendra pourtant que les attouchements. Pour ces faits, Émile Louis est condamné à 5 ans de prison. Malgré son intime conviction, le gendarme Jambert n'a aucun élément matériel pour rapprocher ses aveux à l'affaire des disparus. Sa hiérarchie ne le suit pas, l'enquêteur d'Auxerre n'obtient pas les moyens de poursuivre son enquête. Mon sentiment, c'est qu'effectivement, il avait trouvé pas mal de choses, il avait fait beaucoup de rapprochements, simplement ça n'a pas été poussé jusqu'au bout. Donc à chaque fois, à chaque certitude, on pouvait apporter une réponse négative. C'est-à-dire que la démonstration n'a jamais été faite jusqu'au bout. Donc finalement, c'est un château de cartes. Conclusion, après 3 ans d'enquête préliminaire, René Meyer, à l'époque procureur au tribunal d'Auxerre, ordonne le classement sans suite du dossier des disparus. Le procureur de l'époque ne suit pas. Mais quand on pense que le procureur de notre époque, non seulement n'a pas suivi, mais a refusé de suivre et a prétendu que nous ne devions pas aller plus loin. Il a fallu monter devant la chambre d'accusation pour obtenir la possibilité de faire enfin avancer cette affaire. Il aura fallu 20 ans d'obstination pour que les plus hautes instances juridiques désavouent la décision de Jacques Cazal, le nouveau procureur d'Auxerre. Pour les familles des victimes, l'enquête n'a jamais été faite. En l'absence de Jambert, décédé entre-temps, elles se sentent seules dans leur combat. Elles vont pourtant finir par se fédérer en association. Leur avocat cherche alors de nouveaux moyens de faire aboutir le dossier. Si la justice ne fait pas son travail, il faut le faire à sa place. C'est-à-dire? Il faut au moins l'aider. On va commencer par dire l'aider. Encore une fois, si nous pensons que certaines investigations n'ont pas eu lieu, nous demandons qu'elles soient faites. Mais si ça prend trop de temps, si les bases qui sont fournies pour ces investigations sont insuffisantes, si nous pouvons obtenir des éléments supplémentaires qui donneront ces bases nécessaires, il faut le faire, d'où l'intérêt d'un détective privé. Le détective privé, c'est lui, Jean-François Abgral, un ancien gendarme de la section de recherche de Rennes, rompu à l'enquête criminelle, 20 ans de métier. À son actif, l'arrestation de Francis Holm, un tueur en série à l'itinéraire meurtrier tristement célèbre. Nous sommes en avril dernier, Jean-François Abgral, tout juste mandaté par les familles des victimes, reprend l'enquête à zéro. Semble-t-il, mais ça, il faut que je remette toutes les dates, moi, tu vois, parce qu'il faut 1000 PV, il faut que je remette toutes les dates. Parce que il s'agit de déterminer le rôle joué par Émile Louis dans la disparition des 7 jeunes filles. Pour l'heure, il prépare avec la juriste des parties civiles un entretien capital. Car quelqu'un n'avait pas parlé à l'époque des disparitions, Marilyn, la fille aînée d'Émile Louis. Aujourd'hui, elle témoigne pour la première fois. Il marie ses 2 filles. L'entrevue se déroulera à huis clos, le détective restera à l'écart. Mais Marilyn souhaite qu'il reste une trace fidèle de son témoignage. L'entretien sera filmé. Je ne sais pas par où commencer. D'abord, de toute façon, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que ma mère est morte. J'avais promis de ne rien dire et j'avais très peur pour elle parce que mon père exerçait une pression énorme sur moi. À l'époque où les faits se sont produits, parce que je vais vous raconter. Moi, je l'ai vu tuer quelqu'un à l'âge de 10 ans. Je me souviens qu'un jour, nous avons pris en charge une jeune fille à Saint-Florentin, place d'Illot.
Il a dit qu'il chargeait cette jeune fille pour la ramener chez elle. Bon, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et il pleuvait. Je me souviens qu'il pleuvait. Il s'est arrêté sur la colline de Venise. Et donc il nous a dit d'attendre parce qu'il amenait cette jeune fille chez elle dans les bois, donc elle avait peur, ce qui pouvait très bien s'expliquer. Pris par un enfant, ça pouvait s'expliquer. Mes frères et sœurs pleuraient, après ils se sont endormis et donc je suis allée, comme ça tardait, je suis allée voir ce qui se passait. Et là j'ai vu une scène assez horrible. La jeune fille était attachée. Il avait 2 lampes tempête parce qu'il commençait à faire nuit. Bon, elle était nue bien évidemment. Enfin évidemment, non c'est pas évident. Bon, elle était attachée, bâillonnée. Elle laissait livrer une espèce de danse macabre. Bon, j'étais donc à proximité. Et puis il l'a éventrée de bas en haut. Il m'a vu puisque j'ai poussé un cri, j'ai dû pousser un cri ou je ne sais trop, je ne me souviens plus. Il a laissé la jeune fille là, comme ça. Il m'a tiré par les cheveux en me disant « Tu as vu ça, tu ne dis rien, sinon je fais la même chose à ta mère. » Je vois comment ont pu finir ces jeunes filles. À mon avis, elles ne sont pas vivantes, de toute façon. Mais une chose est certaine pour moi, c'est que c'est lui qui les a fait disparaître. Marilyn renouvellera son témoignage devant les gendarmes, ce que ne sait pas encore Émile Louis. Elle serait devant moi, je lui foutrais 2 claques dans sa gueule, vous voyez, malgré qu'elle a remonté quelques années. Parce que sa mère, elle serait encore de ce monde, sa mère, elle dirait, ma femme l'a non. Parce que mon ex-femme, question de ça, m'a toujours soutenu. On a divorcé, mais on n'a jamais divorcé, on n'était pas au mauvais terme. C'est elle qui a foutu de la merde. Et pour vous, si votre fille aînée réagit comme ça, c'est parce que elle veut se venger de vous? Enfin, qu'est-ce non, elle a fait un séjour en hôpital psychiatrique, je tiens à vous le dire déjà. Ah bon? Elle se sauvait, toutes les nuits elle se sauvait, elle allait à la gendarmerie, il fallait que les gendarmes la ramènent le matin pour se faire bien voir. C'est-à-dire pour vous, elle raconte des histoires, c'est quoi? Oui, elle raconte que des mensonges. Que des mensonges qu'elle invente. C'est une invente. Elle invente, elle. Elle invente. Et comment vous expliquez que finalement on se soit acharné sur vous? Pourquoi? Comment vous regardez ça? Comment vous dites? Oh, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Parce que vous savez, des soupçons, hein. Je peux soupçonner moi n'importe qui. Hein. Vous savez. De la jalousie, de la méchanceté, c'est tout. Mais de la part de qui? Allez donc savoir. Vous avez bien une idée quand même, après toutes ces années? Non. Non, parce que moi, on verra que je réglerai mes comptes. Quand vous dites régler vos comptes, ça veut dire quoi? Je réglerai mes comptes. Devant la justice? Oh, je pense à de la justice, parce que la justice, elle est pourrie, celle de la justice. Quand on voit toutes les magouilles, tout ça, alors vous savez, on se sent un peu... Bon, je vous dirais, on est un peu écœuré de tout ça. J'en ai marre, c'est tout ce que je veux vous dire, j'en ai marre. Bon. Non, je comprends bien. Ce serait un gars fait autrement que moi, qui aurait la cervelle moins fort, et bien il y a longtemps qu'il serait foutu une balle dans le crâne. Mais moi, j'ai pas envie de me suicider quand j'ai rien fait. Je suis marié, je suis tranquille, je suis heureux, alors qu'on me foute de la paix, je suis heureux. Alors, je veux qu'on me foute de la paix et tout ça, je ne veux plus entendre parler de quoi que ce soit, c'est fini. Chantal, Christine, Madeleine ou encore Bernadette, de ces 7 jeunes filles, il ne reste plus aujourd'hui que ces photos, jaunies par le temps. 7 jeunes handicapés mentales légères, confiés à l'assistance publique, qui se sont volatilisés dans la nature dans les années 70. La plupart fréquentaient les instituts de La Page, l'association pour adultes et jeunes handicapés de Lyon. Le chauffeur de bus connaissait chacune des disparues et entretenait des relations intimes avec certaines d'entre elles.
Ce 23 janvier 1977, Christine Marlot, 16 ans, ne rentre pas dans sa famille d'accueil à Auxerre. On ne la reverra plus jamais. 4 mois plus tard, Chantal Gras, 18 ans, partie subitement de chez sa nourrice, s'évanouit sans laisser de traces. Fin juillet 1977, Madeleine de Juste est aperçue pour la dernière fois à la gare routière d'Auxerre. En 2 ans vont disparaître ainsi les adolescentes, des jeunes filles qui ne préoccupent pas grand monde. Séparées de leur famille, parfois depuis la naissance, c'est de nourrices en famille d'accueil qu'elles ont grandi. Même si leur véritable famille avait gardé peu de liens avec elles, Jean-François Abgral a besoin de s'imprégner de l'histoire de chacune d'elles. Là, je vais voir Gisèle Gras, qui est la mère de Chantal, l'une des disparues. Dans l'enquête officielle, cette personne s'est manifestée en tant que victime, donc elle a été entendue, je dirais assez sommairement. Hein. Elle a pris sa position de victime dans l'enquête. De mère de disparue. Donc en fait, c'est un complément qu'on va essayer d'obtenir aujourd'hui. Pas question pour autant d'empiéter sur le domaine réservé des enquêteurs officiels. Impossible, par exemple, pour le détective d'aller interroger Émile Louis. Il s'agit ici d'une co-enquête, même si les chemins pour aboutir sont différents. Oui, oui. Entrez. Rebonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'aurais... Gisèle Gras a 69 ans. Elle est aussi une ancienne pupille de l'assistance publique. Faute de moyens, elle a dû confier dès son plus jeune âge sa fille à la DAS. Son souvenir l'obsède depuis 23 ans. La dernière fois que j'ai vu ma fille, c'était le 15 avril 1977, qui est donc un vendredi. Et c'est tout. Alors, vous voyez, on est en 2000. Alors, vous avez qu'à calculer combien que ça fait. Mais une fois que la disparition de votre fille a été signalée, oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé, mon pauvre? Hein? Vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé? Vous croyez? On vous dit à vous. Hein? On vous dit à vous, mais je ne sais pas si vous avez une fille ou un garçon. On vous dit à vous, votre fille a disparu. Qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez, bien sûr. Hein? Vous cherchez. Hein? Vous savez, je vous dirais une chose. Je ne dis rien, mais tout est dans moi. Hein? Tout est dans moi. Hein? Tout est dans moi. Mais un jour, je la verrai. Hein? Un jour, je la verrai. J'ai la foi, je la verrai. Bon, peut-être morte, mais je la verrai. Et Chantal se plaignait de sa vie tous les jours en disant, voilà, ça va pas, il y a des gens que j'aime pas, qui sont autour de moi. Non. J'ai jamais attendu se plaindre. Non. Voilà, elle voulait peut-être pas me le dire, je ne sais pas, mais jamais attendu. Non, ça j'ai jamais attendu, non. Et Émile Louis, là, vous en avez entendu parler? Ah, mais oui, on lui aurait donné bon Dieu sans confession, celui-là. Et là, on lui aurait donné bon Dieu sans confession. Hein? Et vous l'avez rencontré? Bah oui, j'ai déjà vu, mais oui, comme je vous vois. Comment vous l'avez rencontré? Il amenait ma fille chez la logeuse. C'est comme ça que j'ai connu. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu. Puis il m'a même écrit une lettre. Oui, la lettre, donc vous l'avez déjà montrée à quelqu'un? Non, je dis non. Je n'ai jamais montré, gardez pour moi. À qui vous voulez que je la montre? À qui? Bon, tout ça, c'est des vieux trucs. Vous, si vous me la demandez, bon, je vais vous la montrer, ça c'est tout à fait d'accord. D'accord, ça c'est le courrier que vous aviez reçu? Oui, de lui, là, c'est ça, c'est la lettre. D'accord. Oui. Au premier abord, la lettre semble anodine, voire banale. Il est question de simple bavardage entre amis. Poli, affable, Émile Louis ne tarit pas d'éloges sur Gisèle Gras et sa fille qu'il trouve bien gentille et sympathique, proposant même ses services à une femme qu'il n'a croisée qu'une fois dans sa vie. Mais la lecture plus affinée de l'enquêteur le conduit à une autre analyse. Ce document, en fait, est révélateur, à plusieurs titres, de la personnalité d'Émile Louis. D'abord, il est daté, donc on a une référence, il y a une référence temporelle, hein, juste quelques semaines avant les disparitions. Et puis, les points importants sont la manipulation qui apparaît là. On fixe une fausse adresse pour un rendez-vous qui doit être gardé secret, en prenant bien garde de ne pas prévenir Madame Maudier, qui est la nourrice d'accueil de Chantal. Donc là, déjà, en quelques lignes, on a un bout de la personnalité de l'auteur.
Ça, c'est important. Un rendez-vous secret et en plus, le 5 rue Camille Desmoulins ne correspond à aucune des adresses recensées d'Émile Louis. Ensuite, c'est encore mieux, puisque pour approcher la mère de Chantal, qu'il dit savoir vivre au sol et à l'écart d'Auxerre, pour l'approcher, il commence à parler de sa fille Chantal. Ça aussi, c'est encore un pan de la personnalité de l'auteur. Et pour justement expliquer que tout va bien, il dit qu'il la garde avec lui dans son bus le soir, en dehors des heures scolaires, ce qui normalement ne devrait pas exister. Puisqu'il précise bien qu'il gardait la gamine avec lui jusqu'à 19h15 le soir. 3 heures durant, donc, Chantal, surnommée la chouchou d'Émile, restait seule chaque jour avec le chauffeur de bus. C'est un courrier qui est, à mon avis, fondamental dans l'enquête, puisqu'il est signé de la main même d'Émile Louis et qu'il met en avant sa façon d'approcher ses futures victimes. Mais l'enquêteur n'a pas fini de découvrir tous les secrets de la lettre d'Émile Louis. Le 5 rue Camille Desmoulins n'est autre que l'ancienne adresse des Rapides de Bourgogne, la société de transport qui employait le chauffeur de bus au moment des faits. À 50 mètres de là, le Niki Bar, à l'époque un hôtel de préfecture, la dernière adresse connue de Bernadette et Françoise Lemoine. Pendant des mois, Françoise, 29 ans, mère célibataire à la dérive, va vivre ici. Émile Louis est son amant et l'a installé dans une chambre. Cet été 77, Bernadette, 19 ans, rejoint sa sœur à l'hôtel. Du jour au lendemain, les deux sœurs vont quitter la chambre en y laissant toutes leurs affaires. On ne les reverra plus jamais. L'homme qui viendra récupérer leurs effets personnels n'est autre que le chauffeur de car. Il prétendait savoir où elles étaient. Un élément très troublant que le gendarme Jambert, là encore, avait noté dans sa procédure. Ainsi, Chantal Gras et les sœurs Lemoine, 3 disparus, sont liés par une simple lettre qui mène au même homme, Émile Louis. Le détective décide de se rendre sur les lieux. Le propriétaire lui fait alors une surprenante confidence. Christian Jambert est déjà venu ici en 1982. Dans les greniers du Niki Bar, il a même effectué une perquisition officieuse. Depuis, l'hôtelier n'a pas osé toucher à quoi que ce soit. Mais Jambert a peut-être oublié un indice. Dans les affaires laissées par ceux qui sont passés dans l'hôtel, Abgral espère trouver un nouvel élément. Vous espérez vraiment trouver quelque chose ici? Quitte à vérifier, il faut vérifier jusqu'au bout. Parce que ça arrive fréquemment de trouver, justement, d'arriver à découvrir un indice là où on n'imagine pas. Et là, ce sont des affaires qui ont été abandonnées, visiblement, et qui sont là depuis des années. Il y a du courrier daté, donc, qui correspond exactement à la période sur laquelle je travaille. Donc je ne désespère pas de trouver peut-être une lettre ou un rendez-vous ou un petit mot qui a été écrit par l'une des disparues, ou tout du moins, ou peut-être celui qui les a amenés là. Pas une valise qui ne soit ouverte, pas un courrier qui ne soit lu. La fouille va durer près de 2 heures. Ça, je garde pour faire une photo. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a un prénom qui correspond à la fille du suspect. Sans doute sans rapport avec l'enquête, mais chaque indice peut compter. Autre élément matériel, trouvé ici, une photo datée de 1976 représentant 2 communiantes. Une photo qu'on ne laisse pas derrière soi et qui pourrait bien attester du départ précipité des 2 sœurs. Bon, c'est pas de très bonne qualité, parce que c'est une très vieille photo. Ginette Lemoine, une des sœurs des 2 disparues, Bernadette et Françoise. C'est Françoise, ça. Françoise qui? Ma sœur. Vous êtes sûr? Elle lui ressemble. Attention, c'est pas parce que je vous montre une image qu'elle a forcément un lien. Ginette est aussi pupille de l'assistance publique. Elle a passé son enfance dans l'Oise, de nourrice en nourrice, loin de ses proches. Tournez, s'il y a du reflet, on peut changer. C'est elle? Ben, je sais pas, mais... Vous, c'est oui, je pourrais pas le dire à 100% quand même. Ginette a donc peu connu ses sœurs, mais son espoir de les retrouver un jour n'en est que plus fort, à l'image de sa volonté de voir dans ce visage celui de sa sœur disparue.
finalement, vous n'êtes pas la seule à ne pas avoir eu beaucoup d'informations comme ça. Chaque famille, en fait, est restée un petit peu isolée. Et puis, les filles qui ont disparu étaient déjà elles-mêmes aussi à l'écart du groupe. Aujourd'hui, mon travail, c'est aussi de vous mettre tous en contact, puisqu'on s'aperçoit que vous avez chacun des petits bouts d'informations, mais on ne les a pas reliés. Le temps me gêne dans cette enquête. C'est une vieille enquête. Et de manque d'éléments matériels également. C'est terrible ce que vous dites. C'est la vérité. En plus, on travaille sur un dossier là, dans cette enquête qui amène à s'intéresser à des familles vulnérables qui n'avaient pas forcément connaissance de tout ce qui se passait. Donc forcément, les témoignages sont fragmentaires ou pour être remis en cause. Parce que fragiles, parce que non circonstanciés. Il faut donc des preuves. Coup de théâtre du côté de l'enquête officielle, la fille d'Émile Louis vient d'apporter de nouveaux éléments. Des sous-vêtements féminins dissimulés par Émile Louis chez sa première femme. 20 ans après, grâce aux nouvelles techniques, les experts ont mis en évidence la présence de 3 ADN féminins différents. Ils pourraient appartenir aux disparus. Seul moyen d'en avoir la certitude, comparer ces codes génétiques à ceux des familles de victimes. Ce matin-là, Ginette Lemoine est la première à s'être présentée rue des Migraines à la brigade de recherche d'Auxerre. Qu'est-ce que vous espérez surtout de ces... Qu'on les retrouve, c'est tout. Hein. De savoir si ces habits ont un quelconque lien avec... Voilà. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qui est à ma sœur, mais peut-être. Je suis pas... Et les résultats, madame, vous pensez que vous les aurez? Ah, je sais pas. Bientôt? Je sais pas, là, ils m'ont rien dit. Hein. J'espère. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Qu'est-ce que j'ai peur de trouver bientôt ma fille? Ouais, ça fait 23 ans. Alors, vous pensez que vous allez au moins avoir des réponses à des questions? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Vous êtes fatigué d'attendre? Oh oui, oui, beaucoup. Gardez espoir. Oh oui. Toute la journée, les familles vont ainsi passer dans les locaux de la gendarmerie. Les résultats des analyses sont prévus dans une semaine. Des résultats qui pourraient bien livrer une solution définitive à l'affaire. Articles de journaux, reportages, ces expertises relancent l'intérêt des médias. En quelques jours, Émile Louis a vu défiler chez lui de nombreux journalistes. Elles ont toutes les 7 disparu dans les environs d'Auxerre. C'était il y a plus de 20 ans, entre 1977 et 1979. Ce soir, en compagnie de sa femme, il s'apprête à regarder un reportage sur l'affaire des disparus. Et l'homme est inquiet. Sans suite par la justice locale. Alors que s'est-il passé? Que leur est-il arrivé? Que sont-elles devenues? Aujourd'hui encore... Pas un instant du reportage n'échappera à la vigilance de celui qui dans 2 mois va avouer, avant de se rétracter, être l'auteur des disparitions dont on le suspecte. Il y a un peu plus d'1 mois, permettront-ils de confondre le coupable? C'est l'un des plus grands mystères judiciaires français qui va peut-être trouver sa solution dans quelques jours. L'enquête de cet Avit avec Michel Fine. J'ai toujours maintenu que j'étais pour rien dans cette affaire.